Sac passé les captains, Emmanuel de Captain Dev. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On est en vacances. Regarde comme il fait beau. Alors, on va parler des SS2I. Qu'est-ce qu'une SS2I? Une ESN, une entreprise de services numériques. Globalement, c'est la même chose. Ça a juste changé de nom en 2013. Donc faut pas t'inquiéter, si tu entends le terme SS2I, tu sais pas trop à quoi t'attendre, c'est exactement la même chose qu'une ESN. Juste avant qu'on commence, j'allais oublier, moi c'est Emmanuel, tu es sur la chaîne Captain Dev, ici je t'aide à devenir un meilleur développeur, donc n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le petit bouton juste en bas, active la cloche si tu veux recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Ok, donc c'est un terme qui a été créé par le syndicat numérique, si je ne dis pas de bêtises, je vais jeter un œil à mes notes. Syndicat numérique, oui, le terme a changé en 2013, on est passé de SS2I à ESN. Alors les ESN, pardon, moi je suis un peu de la vieille école. Les ESN, ça regroupe trois groupes d'entreprises. Donc on va avoir les entreprises de services numériques, on va avoir les sociétés de conseil en technologie et les éditeurs de logiciels. Donc selon où est-ce que tu as envie de travailler, c'est plus ou moins intéressant de te diriger vers tel ou tel type d'entreprise. Ok, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Finalement, une entreprise de service, c'est une entreprise qui va envoyer ce qu'on appelle des prestataires de services. Donc c'est des personnes comme toi et moi qui ont une expertise sur un métier bien particulier, qui vont pouvoir venir intervenir chez le client. Ok, donc les interventions chez le client, ça peut être tout type d'intervention. Ça peut être des interventions assez courtes, ça peut être des interventions assez longues. On va parler plus tard de la typologie des missions. Donc là, tu dois te demander concrètement comment ça marche pour un développeur, comment ça se passe. Bon, en fait, c'est tout simple. Toi, tu vas signer un CDI dans ta boîte de service. Donc tu vas être employé par cette même boîte et ils vont vendre ta prestation à un client. Donc comment ça marche? En fait, ta boîte va facturer le client pour un nombre de jours de développement, par exemple, si tu es en régie, on va y revenir juste après, et elle va récupérer l'argent forcément et elle va te payer ton salaire tous les mois. Ce qui se passe, c'est que si tu n'as pas de mission, tu vas être dans un mode qu'on appelle l'intercontrat, c'est entre deux contrats. Quand tu es entre deux contrats, finalement, tu vas pas ramener d'argent dans la boîte, tu n'as pas de mission qui t'est assignée. Donc selon les entreprises, tu peux être soit chez toi, soit tu vas bosser sur des projets qu'on appelle des projets au forfait. Donc les projets au forfait, c'est tous les projets qui sont développés en interne dans la boîte pour des clients. C'est-à-dire qu'un client arrive avec un appel d'offres pour un projet bien spécifique. Et toi, en fait, en tant que société de service, tu vas devoir développer tout le projet. Donc là, c'est à toi de bien vendre le nombre de jours qu'il faut pour rentrer dans tes coûts. Bon, il y a un petit peu de vent, j'espère que tu vas bien m'entendre. Donc finalement, la valeur ajoutée d'une SS2I, elle va surtout se trouver dans les ressources humaines. Finalement, c'est les consultants qui vont bosser dans cette boîte qui font qu'elle a de la valeur. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier. On parlera un peu plus tard des dérives de certaines boîtes. Tout n'est pas tout rose, mais tout n'est pas si sombre. Moi, j'ai eu de très bonnes expériences en SS2I et ça, je me dois d'en parler parce que souvent, tu vas avoir des gens qui retiennent que le négatif et c'est pas vrai. Il y a de tout, comme n'importe où. Et le seul truc qu'il faudrait que tu retiennes de cette vidéo, c'est que quand il y a un abus, il faut en parler, il faut le dénoncer et il faut pas se laisser faire. C'est aussi à toi, en tant que professionnel, de ne pas accepter des trucs que tu trouves pas corrects. Comme ça, t'as pas à venir te plaindre derrière, quitte à même parfois partir si tu trouves que la boîte dans laquelle tu bosses n'est pas en phase avec tes valeurs. Donc finalement, quand tu es staffé en SS2I, c'est plutôt cool, c'est-à-dire que tu es chez le client, tu es facturé au jour, tu rapportes de l'argent, donc tu es rentable, on va pas se mentir, ça reste des boîtes à vocation commerciale. Le problème, c'est que quand t'es pas staffé, là tu coûtes très cher parce que tu ne rapportes rien à la boîte concrètement. Donc on va souvent te demander de bosser sur des tâches plus ou moins ingrates ou vraiment les trucs qui sont pas traités d'habitude, qu'on n'a jamais le temps de traiter. Ça peut être, je sais pas moi, mettre à jour la charte des CV, ça peut être corriger des bugs sur un petit projet au forfait, ou sinon tu vas être assigné à ce qu'on appelle un projet au forfait. Donc là, on va un peu parler des deux modes de travail qu'on retrouve le plus souvent en SS2I. En premier mode, d'ailleurs, il peut être assez sport. Si le travail de vente a été plus ou moins bâclé, on va dire, c'est le mode forfait. Donc tu as un client qui vient, qui exprime son besoin, et toi, en tant que consultant, en tant que boîte de service, tu vas devoir développer l'application de A à Z. Donc tu vas vendre un nombre de jours de développement. Il y a différentes phases, je ne rentre pas dans les détails, mais tu vas devoir vendre une prestation. Et finalement, si tu vends 100 jours et que tu arrives à le faire en 80, tu vois où je veux en venir, c'est là où tu peux faire augmenter ta marge. Bien sûr, si tu vends 100 jours et que tu dépasses, soit tu arrives à signer un avenant avec le client, ce qui doit être plutôt rare, je pense, parce que si c'est pas la faute du client, c'est un peu la tienne, on va s'asseoir un peu. Et du coup, c'est là où ça peut coûter très très cher.
Alors juste avant qu'on continue, n'hésite pas à me mettre en commentaire ta pire ou ta meilleure expérience en tant que consultant en ESN maintenant, hein, SS2I. L'idée c'est vraiment de partager avec la communauté et qu'on ait vraiment des retours assez variés. Donc ça c'est le forfait. Donc ça peut être des projets qui se passent très bien, s'ils ont bien été vendus en avance de phase. Je rentre pas dans les détails parce que je suis pas commercial, donc c'est vraiment pas mon job. Si tu veux savoir plus de détails sur ça, l'idée c'est de te rapprocher d'un commercial de SS2I. Et on va aussi avoir des projets qui se passent très mal, où là tu vas avoir beaucoup de retard et du coup le stress augmente parce que la rentabilité descend en fait. Techniquement tu devrais pouvoir calculer le TJM de ton consultant sur un projet au forfait par rapport à ce qui a été vendu en termes d'enveloppe globale à ton client, et plus il baisse, moins c'est bien en fait. Donc voilà, c'est le premier mode de fonctionnement qu'on voit assez souvent. Le deuxième mode, ça va être la régie. Alors la régie, c'est plutôt simple en fait. Tu factures à la journée et tu vas venir à plein temps ou à mi-temps chez un client. Ça, c'est assez intéressant parce que tu es souvent assez bien intégré dans les équipes clients. Tu peux être même parfois avec plusieurs collègues de ta même boîte de service. Du coup, c'est un mode qui est vraiment intéressant. C'est peut-être le mode que je trouve le plus enrichissant parce que tu as le temps de plus ou moins bien faire les choses, comparé à un forfait qui peut vite déraper. Le côté un peu moins positif, on va dire, de la régie, c'est que parfois tu y passes tellement de temps que tu te souviens plus vraiment pour qui tu bosses en fait. D'expérience, ton client a souvent l'impression d'être ton patron. Donc tu vois, il y a toujours cette ambiguïté au niveau de qui donne des ordres. Je te prends un exemple tout simple. D'un point de vue légal, ton client n'a pas le droit de valider tes congés directement. Tu dois en parler à ton manager, qui lui après fait ce qu'il veut. Il peut aller consulter ton client. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Mais d'un point de vue purement légal, ton client n'a pas le droit de valider tes congés. Et ça, c'est une petite nuance. Je sais que pour beaucoup, c'est pas grand-chose, mais c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, et surtout quand les missions sont longues. J'ai fait une mission, par exemple, de 3 ans et demi. Au bout d'un moment, tu sais plus trop où t'en es, qui t'embauche. Donc voilà, il faut vraiment garder cette séparation entre ton client et ton patron. Donc quand tu es en régie, tu peux aussi travailler sur ce qu'on appelle des plateaux de TMA, donc de tierce maintenance applicative. C'est quand tu vas faire la maintenance d'un gros applicatif en équipe. Donc souvent ça peut être des très gros plateaux de prestations où tu es un peu entre guillemets à part des équipes clients. En fait, tu n'es pas vraiment totalement intégré. Et puis ça, moi c'est pas trop ce qui m'intéresse de vraiment faire que de la maintenance. Après chacun fait ce qu'il veut. Moi encore une fois je te parle par rapport à mes expériences. Alors, du coup, finalement, on pourrait se poser, c'est quoi l'intérêt pour une boîte d'avoir autant de prestats ? Y a pas mal d'intérêts. Déjà, il y a un intérêt économique qui est que c'est beaucoup plus facile de, entre guillemets, virer un prestataire parce que t'es pas rattaché avec un contrat de type CDI. Donc, t'as pas de protection. Du moins, t'as pas autant de protection qu'aurait un salarié. Donc ça permet potentiellement, dans les grands groupes surtout, si le projet s'arrête, de stopper une équipe nette. Et c'est là où ça peut poser problème à certains freelances. Mais j'ai envie de dire que quand tu es en freelance, il faut aussi comprendre que tu es une boîte avec un seul employé, toi-même. Beaucoup de gens pensent que c'est du salariat plus, alors que pour moi, c'est vraiment, tu as une entreprise avec un seul salarié. Et tant que tu n'as pas ça en tête, en fait, tu vas continuer de te plaindre parce que ta mission, blablabla, c'est terminé, tout ça. Donc bon, bref, c'était une petite aparté. Donc ouais, ça facilite d'un point de vue gestion des ressources humaines, gestion des collaborateurs, parce que tu peux te séparer d'une équipe complète, ce qui est la réalité du marché. J'exprime pas forcément un avis là-dessus. Ça va faciliter aussi la comptabilité. Dans les grandes entreprises, c'est pour ça qu'on évite d'avoir des freelances, parce que qui dit un freelance dit forcément un fournisseur d'un point de vue comptable, ce qui peut être un gros casse-tête. Imagine que tu as, 10 freelances en prestation chez toi, finalement, d'un point de vue comptable, tu vas avoir 10 fournisseurs de services. Et c'est un cauchemar à gérer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grosses boîtes qui fonctionnent qu'avec une liste prédéfinie de prestataires. Admettons, on veut lancer un nouveau projet, on va créer un appel d'offres qu'on va envoyer à une liste sélectionnée, triée sur le volet, entre guillemets, de prestataires. Souvent, on appelle ça les top vendors. Ces prestataires-là vont se débrouiller pour trouver les ressources
pour pouvoir lancer ce projet. Et vont même parfois sous-traiter à d'autres SS2I qui ne sont pas référencés, moyennant commission. Ça m'est arrivé déjà, moi j'ai fait une mission de 3 ans qui était ce qu'on appelle en portage par une autre société de service. C'est-à-dire que la boîte dans laquelle je travaillais n'était pas référencée et du coup une autre entreprise avait fait appel à nous en sous-traitance. Donc ils se prennent leur petite tartine de beurre, puis voilà quoi. C'est comme ça en fait que le marché fonctionne. Et donc la prestation finalement et le recours au SS2I, c'est aussi un moyen finalement de trouver de l'expertise très rapidement. Si tu n'as pas l'expertise en interne, tu fais appel à une société extérieure qui fournit ce genre d'expertise et ça te permet finalement de faire avancer tes projets. Si tu as le budget, en fait, tu peux tout faire. Petit aparté, en SS2I, tu peux aussi être amené, si tu as beaucoup plus d'expérience, à faire des missions d'expertise. Donc ça peut être de l'audit, ça peut être tout type d'expertise. Je te prends l'exemple du web, ça peut être de l'analyse de performance, de l'audit de qualité de code. Il y a tout un tas de missions que tu peux faire, ça peut être assez varié. Finalement, cette variété-là dans les missions, elle est assez intéressante parce que tu peux changer régulièrement de projet, donc ça peut être vachement enrichissant. Surtout si tu sais pas trop dans quoi tu veux bosser, tu peux potentiellement toucher un peu à tout. Alors, attention à ça, parce que souvent on va te vendre que tu as toujours le choix et compagnie. La vérité, elle est que s'ils ont le temps de te trouver une nouvelle mission, tu as le choix. Sinon, il va falloir que tu sois un peu patient. Tu ne changes pas de mission en claquant des doigts, en mode bon, j'en ai marre, je veux sortir, ça va pas se faire comme ça. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a des équipes commerciales qui vont travailler pour essayer de te placer dans une autre mission. Forcément, c'est un certain coût de te faire changer de mission, si on devait tout calculer comme ça. Et surtout, si tu as un TJM qui est potentiellement bas, certaines boîtes vont pas forcément se fouler. Bien sûr, ça encore, c'est que mon expérience. C'est pas une vérité commerciale, on va dire. Donc voilà, selon là où tu tombes, ton expérience, ton expertise et la valeur de ton profil au sein de la boîte de service, on fera plus ou moins d'efforts pour te changer de mission rapidement. On va parler un peu des points positifs de bosser en SS2I. Clairement, ce que je retiens, c'est que tu peux vraiment bosser dans plein de secteurs différents. C'est plutôt cool, ça. C'est plutôt intéressant. Tu peux aussi faire ta montée en compétences au sein d'experts d'une communauté. Surtout si tu es dans une boîte qui est spécialisée dans une techno en particulier. Donc ça, vraiment, tu as accès à un vivier d'informations. Et ça, il faut vraiment prendre appui dessus quand tu es en SS2I. Moi, je pense et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de jeunes développeurs qui n'ont aucune expérience du dev, qui n'ont aucune expérience du consulting, qui ferait mieux potentiellement, s'ils sont pas très à l'aise sur tout ça, de faire un petit tour en SS2I, voir comment ça se passe avant de se lancer en freelance en fait. Parce que finalement, quand tu te lances en freelance, tu as deux métiers. Tu as ton expertise technique et tu as l'autre métier qui est de savoir trouver une boîte, savoir trouver un client, gérer sa boîte. Et ça, on l'oublie. Et en fait, c'est bien les plateformes comme Malte et compagnie parce que ça te permet de trouver une mission rapidement. Mais il faut voir à quel point tu es dépendant de leur algorithme parfois. Et c'est un truc tout bête, mais si tu es dépendant de Malte, est-ce que tu es vraiment si freelance que ça ? Moi, je pense que tu as un niveau de liberté acceptable pour un freelance quand tu as le choix d'aller sur ces plateformes ou non. Et pour ça, il faut aussi se faire son petit réseau. Il faut se faire ses bons clients que tu recontactes régulièrement, à qui tu noues des vraies relations professionnelles. Et du coup, moi, je le vois un peu comme du salariat plus. Et c'est pas ce que je recherche dans le freelancing. Après, voilà, c'est ma vision des choses. Rien ne t'oblige à adhérer. Autre point positif, ça te permet aussi d'apprendre à gérer le travail avec un client. Parce que finalement, bosser avec un client, on se rend pas compte, mais parfois tu peux avoir des demandes à la limite de l'acceptable. Et ça, tant que t'as pas eu cette expérience-là, je sais pas moi, du client qui te demande de rester toute la nuit pour fixer un bug de prod, tout ça s'apprend. Et en fait, tant que t'as pas été consultant, que t'as pas eu ce genre d'expérience, c'est très difficile de savoir dire non. Je te donne un exemple tout simple. J'étais en mission dans une banque et en fait il y avait des problèmes de production. On devait livrer un applicatif assez rapidement. On nous a demandé de rester le week-end. Moi, clairement, j'avais pas envie, mon week-end n'était pas à vendre. Tu vois, savoir dire non, c'est pas ma boîte de service à l'époque qui m'a protégé. Donc ça, c'est le genre de choses. Tout le monde n'est pas très à l'aise avec ça. Et en fait, si t'es pas capable de dire non aux abus alors que t'es salarié, ça va être beaucoup plus dur en freelance parce que finalement, en freelance, tu te fais éjecter si tu fais pas le boulot. Si t'es pas capable de négocier ça, ça peut potentiellement poser problème. Ok, on va parler un peu des choses qui fâchent dans la SS2I parce que forcément, comme n'importe quelle boîte, il n'y a pas toujours des pratiques très professionnelles. Entre les choses que j'ai entendues, je vais les taire. Les choses que j'ai vues, je vais en parler un petit peu. Je suis pas là pour lâcher des noms de boîtes qui ont des mauvaises pratiques et compagnie. C'est pas l'intérêt. D'ailleurs, on parlera de juste après comment tu peux
essayer d'en trouver une qui te correspond. Et en fait, j'ai déjà vu pas mal de CV un peu pipotés. Ça arrive, il faut savoir que ça arrive. C'est pour ça que moi, je fais très très attention aux échanges entre moi, le commercial et le client, parce que je tiens pas à ce que mon CV soit dénaturé. S'il y a des choses que je ne sais pas, je le dirai clairement devant le client. Et quand t'es pas à l'aise avec quelque chose, il faut le dire. En fait, souvent, on a tendance à se taire. Et puis après on attend que notre commercial nous dise ouais c'est bon, t'as bien bossé, tout va bien. Et pour moi ça c'est la pire erreur. Quand t'es pas à l'aise avec un truc, il faut le dire. Parce que après une fois que t'es placé en mission, c'est beaucoup plus dur pour en sortir. Donc voilà, au niveau des CV, attention à la version qui part chez le client. Vérifie bien qu'elle est juste simplement à jour. Parfois elle est en retard, parfois elle est en avance. Ça arrive. J'ai eu des périodes en SS2I où c'était assez compliqué, où il y avait des charges de travail monstres, où en fait c'était des boîtes où le client passe avant le consultant. Et ça pour moi ça peut poser problème dans certains cas. Potentiellement parfois des charges de travail astronomiques à devoir gérer. Et c'est là où on voit est-ce que tu as les nerfs ou pas pour être consultant. Je parle même pas de freelance ou pas, je parle juste d'être consultant, c'est-à-dire d'aller chez un client qui va te demander tout et n'importe quoi. Donc voilà, j'ai eu aussi le coup de, même si c'était ponctuel, mais je devais aller hyper loin de chez moi, à plus de 2 heures. C'était une vraie galère, c'est arrivé, voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça n'a pas duré, heureusement d'ailleurs, parce que sinon... Et puis c'est aussi ça qui a fait que je suis parti de cette boîte. Donc voilà, une mission qui s'éternise, hyper loin de chez moi. Quand tu fais 2 heures aller, 2 heures retour, et au bout d'un moment, tu vois, il faut avoir un juste milieu. Donc voilà, tu peux avoir plein de choses qui te poussent en fait à rester dans une situation où tu n'es pas à l'aise. Parce que potentiellement c'est ta première mission, potentiellement c'est ta première boîte. Et dans ces moments-là, en fait, on n'ose pas dire non. Et pour moi, ça c'est un gros problème. Parce que finalement, dire non aux excès, c'est aussi se protéger soi-même. Et souvent en fait on va accepter jusqu'au moment où ça pète. Après on va venir en pleurnichant. Donc voilà, moi mon conseil c'est vraiment, si t'es pas à l'aise avec une pratique ou autre, parle-en clairement, t'en parles clairement, tu donnes ton avis. Je te dis pas d'être un tir au flanc, mais si tu vois qu'il y a des abus, dénonce-les, parle-en à ton supérieur. S'il y a pas de prise de décision, de prise de conscience, écoute, change de boîte. C'est aussi simple que ça. Alors il y a aussi la fameuse phrase en entretien où on dit t'inquiète, t'auras le choix dans l'émission. Tu veux quoi? Tu veux du React JS? On va te trouver une mission React JS. La réalité, elle est que il y a aussi le marché qui est ce qu'il est. Donc t'as pas toujours le choix en fait. Et ça, on a du mal à le comprendre en tant que développeur parce qu'on apporte beaucoup parfois de l'affection même aux technologies. Tu vois, moi par exemple en ce moment je fais du React, j'ai pas spécialement envie de faire autre chose. C'est pas une raison technique, c'est plus une raison émotionnelle qui est que j'aime bien ce framework. Et parfois, si t'es pas dans une boîte ultra spécialisée, on va dire que les équipes commerciales n'ont pas forcément la même sensibilité. Tu vois, en tant que développeur, on te dit de faire de l'Angular alors que tu préfères React. Tu vas être gêné. Pour un commercial, souvent, tu sens qu'ils ne comprennent pas forcément c'est quoi vraiment la différence, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre les deux. Et donc le coup du t'auras le choix dans ta mission, c'est pas toujours vrai. Ça va dépendre de ce qu'ils ont sous le coude en fait. Parfois c'est simple, parfois il n'y a pas de mission qui corresponde exactement à tes attentes. Et ça, il faut être capable de l'accepter en tant que consultant. Parce que, au bout d'un moment, si ça fait 1 mois que tu es en intercontrat, on va pas te garder en fait. Le choix dans les missions, ça m'est déjà arrivé même qu'on me fasse passer 2 entretiens. J'ai été pris dans les 2. Et en fait, on m'a envoyé là où je voulais pas aller. Alors que je l'ai clairement dit à mon commercial. J'y suis resté qu'1 an. Et je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait, c'était pas exactement le même poste. Il y avait un poste de dev, un autre poste de lead dev. Je pense qu'il y avait plus d'enjeux économiques sur le poste de lead dev. Je pense pas que c'était seulement lié à mon poste en particulier. Mais voilà, tout ça pour dire que quand on te dit que tu as le choix, oublie pas que ton choix il est ultra limité en fait. Et que parfois tu n'auras même pas le temps d'exprimer ton choix qu'on aura choisi pour toi. Ça c'est la vérité du marché. T'as pas forcément 17 missions à proposer à un seul consultant. Donc voilà, soyons honnêtes sur ça. Si ça te va pas, encore une fois, rien ne t'oblige à accepter, tu peux partir direct. Je pousse beaucoup à partir, mais il faut aussi comprendre que quand tu trouves ton compte, et des expériences ultra enrichissantes. Tout n'est pas si négatif. Finalement, quand tu arrives en SS2I, il y a certaines choses à faire et à ne pas faire. Dans les choses à faire, moi, ce que je conseille, c'est déjà d'essayer de se rendre visible. Alors ça peut paraître bizarre, mais il faut que tu passes pas forcément inaperçu. Je te dis pas de faire n'importe quoi. Je te dis simplement d'aller discuter avec les gens, de faire connaissance avec toutes les équipes avec qui tu vas devoir bosser, parce que c'est très important le premier avis qu'on a quand on doit placer un consultant. Et j'imagine que pour les équipes commerciales,
Et pour tous ceux qui s'occupent en général de placer des consultants, c'est important de savoir le tempérament de la personne, qu'est-ce qu'elle aime faire, pas faire et compagnie. Peut-être que ça peut... Je dis pas que ça va changer la donne, mais peut-être que ça peut être utile. Donc vraiment, voilà, faut que tu apprennes à dire non. Si la mission est trop loin de chez toi, par exemple, si les technos ne collent pas du tout avec ton expertise, il faut que tu en parles. Il faut que tu apprennes à te rendre visible, donc au niveau de l'équipe commerciale, essayer de prendre des nouvelles, savoir s'il y a des petites missions qui sont arrivées sur lesquelles on n'a pas encore communiqué. Essayer vraiment d'interagir et de nouer une relation professionnelle avec les gens avec qui tu vas travailler, parce que finalement, le fait que tu te sentes bien dans une boîte, dans une SS2I surtout, ou ESN si tu préfères, ça va vachement dépendre des 5 premières personnes que tu rencontres dans cette boîte qui ne sont pas des devs. Parce que potentiellement, c'est eux qui vont avoir un impact majeur sur le genre de mission qu'on va te proposer. En termes d'actions concrètes, tu peux potentiellement, en arrivant, si tu es en intercontrat, écrire des articles de blog, partager des retours d'expérience d'anciennes missions qui peuvent servir à des clients similaires. Tu peux proposer ton aide sur des sujets, je sais pas moi, d'avant-vente ou de projets au forfait. Si tu as une expertise particulière, je sais pas moi, si tu fais du mobile que personne n'en fait dans ta SS2I, ou du moins que personne au siège est dispo, tu peux proposer ton aide, tu peux former potentiellement ou organiser des BBL. L'idée c'est vraiment de se rendre visible et de faire augmenter la valeur perçue de ton profil. Bon, là j'en viens finalement à comment choisir ta SS2I, parce que ça pareil c'est un truc assez intéressant. Finalement on peut se dire comment choisir. Il y a différents axes. Déjà il va y avoir l'axe de la taille de la boîte. Si tu veux une entreprise plutôt à taille humaine, tu vas viser une boîte avec une centaine d'employés. L'idée c'est pas que tu puisses connaître un peu la majorité des personnes. Si tu t'en fous, tu vas plutôt pouvoir bosser dans des grands groupes. Alors les grands groupes, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi une force de frappe qui est assez intéressante. Ils peuvent avoir accès à des projets que les plus petites boîtes n'ont pas forcément. Le problème, c'est que tu es juste un petit écrou dans un engrenage. Donc ça, après, c'est à toi de voir, est-ce que ça te dérange ou pas. Si ça te dérange pas, écoute, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est à toi de choisir. Le deuxième axe que tu vas avoir pour choisir ton ESN ou ta SS2I, finalement, ça va être, est-ce qu'elle a une spécialité ? Je te donne un exemple. Moi, j'ai longtemps bossé sur des technos Microsoft, donc sur la plateforme .NET. Donc, j'ai souvent privilégié les SS2I, les ESN qui étaient spécialisés en .NET. Et ça, c'est assez important parce que finalement, ça te permet de monter beaucoup plus rapidement en compétences que sur des boîtes généralistes. Même si les boîtes généralistes, quand elles sont grosses, elles vont souvent avoir différents pôles d'expertise. Et ça te permet aussi d'avoir une certaine reconnaissance au sein de ta communauté. Si je te prends l'écosystème Java par exemple, on sait très bien quels sont les acteurs les plus en vue selon la typologie des boîtes. Donc voilà, ça peut être aussi un axe qui est assez intéressant. Il faut savoir qu'il y a des SS2I qui ont aussi des spécialités qui ne sont pas forcément une techno à proprement parler, mais ça peut être des méthodes, ça peut être certaines méthodes agiles, ça peut être de la qualité logicielle. Donc voilà, tout ça c'est à prendre en compte quand tu vas venir choisir la boîte dans laquelle tu as envie de bosser, dans laquelle tu as envie d'évoluer. Alors le dernier conseil que je te donnerai sur ça, qui est assez sous-estimé, c'est finalement d'utiliser LinkedIn comme plateforme pour pouvoir choisir en fait la boîte dans laquelle tu vas aller. Comment tu vas t'en servir? C'est simple, tu vas aller faire une recherche sur LinkedIn sur une entreprise en particulier. Tu peux aller rechercher les employés actuels de cette même société ou les employés qui ont quitté cette boîte. L'idée c'est de leur envoyer un message sur LinkedIn pour leur demander comment s'est passé leur passage dans tel ou tel ESN, et en fait tu pourras avoir un retour qui est humain, qui est du terrain. Ça veut pas forcément dire que si tu en as un qui te dit que c'est nul, n'y va pas, qu'il faut pas y aller. C'est juste que tu vas pouvoir croiser un peu différents témoignages. Ça peut être intéressant parce que si tu demandes à quelqu'un qui est en poste et qui n'est pas dev, il va pas avoir la sensibilité qu'on a nous vis-à-vis de la techno, des projets et compagnie. Et si tu demandes à quelqu'un, je sais pas moi, qui est le patron de sa boîte, bien sûr qu'il va te la recommander. Donc ça c'est un moyen de croiser des avis et d'avoir des avis assez... Non, t'inquiète. Ça, c'est un moyen un peu de recueillir des avis, et tu peux t'en servir pour une école, tu peux t'en servir pour tout type de demande, pour tout type de truc où tu as besoin d'avoir le retour d'une personne qui est passée, et tu seras étonné à quel point les gens sont contents parfois de partager leur expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Finalement, le meilleur moyen de savoir si c'est pour toi ou pas, c'est d'essayer en fait, c'est de faire une expérience. Il faut bien comprendre qu'un CDI, c'est pas un mariage, t'es pas obligé d'y rester toute ta vie. Si tu t'y sens mal, écoute, tu changes de boîte et puis c'est tout. Donc voilà, ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que les SS2I, il y a du bon, il y a du mauvais, c'est comme n'importe quelle boîte. Ça te permet de vraiment monter en compétences rapidement, il y a vraiment de la diversité
Donc le but c'est pas de dire si c'est bien ou pas, c'est plus fais-toi ta propre expérience, essaye, tu verras ce que ça donne et peut-être que tu vas aimer et que tu vas y rester. Et puis voilà, rien n'est figé, c'est à toi de te lancer et d'essayer. Donc voilà, si tu en avais peur, j'espère que cette vidéo a t'éclaire un peu plus sur le fonctionnement, sur comment ça marche. Et bah voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, mets-moi un commentaire et raconte-moi un peu quelle est ta meilleure expérience en SS2I ou la pire si tu en as une pire. N'hésite pas à partager ça avec la communauté, ça permettra que tout le monde grandisse ensemble. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui, moi je te dis à bientôt sur Captain Dev, ciao.